Magali Brunel et Serge Bouchardon. Magali est maître de conférences habilitée à diriger des recherches au sein de l'ESPE de l'Université Nice Sophia Antipolis. Elle est par ailleurs membre du groupe de recherche LIN et de l'Xtextra, composante du laboratoire Litéar à l'université Grenoble-Alpes. Ses travaux de recherche portent sur l'enseignement de la lecture-littérature à l'ère du numérique. Elle expérimente de nouvelles pratiques d'enseignement intégrant les outils et les ressources au numérique et cherche à adapter les pratiques sociales, culturelles, numériques dans le contexte scolaire. Elle a notamment coordonné l'ouvrage « L'enseignement de la littérature avec le numérique » paru chez Peter Lang en 2018. Quant à Serge Bouchardon, il est agrégé de lettres modernes, actuellement professeur à l'Université Technologie de Compiègne, il en a parlé ce matin, et il dirige le laboratoire COSTEC. Son travail de recherche porte sur les écritures numériques, en particulier la littérature numérique. Dans le cadre du projet Précipe, il s'est intéressé à l'enseignement de l'écriture numérique parmi ses nombreuses publications. Alors, enseigner la littérature numérique n'est pas une idée fantaisiste émanant de quelques divagations de spécialistes ou de la lubie mégalomane de quelques écrivains expérimental. Si elle reste largement absente des classes, la littérature numérique commence à être citée dans certains documents institutionnels, revues professionnelles et même à figurer dans les manuels, ce qui est, nous le savons, un premier signe de reconnaissance. Ainsi, cette littérature numérique n'est plus tout à fait inconnue pour les professeurs de lettres et pourtant, elle est encore largement absente des salles de classe, beaucoup d'enseignants s'interrogeant sur sa légitimité et cherchant des pistes didactiques pour l'aborder. Et c'est justement l'objet de notre présentation. Cette présentation, elle est également l'occasion de tisser un beau prolongement avec la conférence que Serge proposait lors du premier colloque sur l'enseignement de la littérature avec le numérique, colloque dans lequel il soulignait les raisons d'étudier la littérature numérique en classe tout en présentant ses difficultés, en particulier celle de maîtriser ses spécificités, ses formes et son inscription dans un milieu numérique. Et voici donc les 4 étapes qui vont régir notre présentation. Alors, cadre théorique. Donc, Magali vient de le souligner, il y a des difficultés, notamment les professeurs qui doivent faire entrer dans un programme des œuvres très singulières, les élèves parfois désorientés, les parents souvent réticents. Mais malgré ces difficultés, l'enseignement de la littérature numérique propose, nous semble-t-il, des enjeux extrêmement stimulants. Tout d'abord, faire retour sur certaines notions abordées en cours de lettres, celles d'auteur, de texte, de récit, et introduire un questionnement sur l'écriture, c'est ce que j'appelle la valeur heuristique de la littérature numérique. Développer des enseignements sur la littératie numérique à travers l'étude littéraire. Dufayis, Gemène et Ledure avancent l'idée que la lecture de la littérature, je les cite, active de manière maximale les opérations et les codes susceptibles d'intervenir dans toute lecture, et on peut considérer de même que la lecture de littérature numérique permet de développer des compétences de littératie numérique. Et on déplace alors les habitudes d'usage du numérique dans la classe de français. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner la littérature avec le numérique, mais d'enseigner le numérique avec la littérature. Troisième enjeu, répondre d'une certaine manière à ce que Marie-Josée Fourtanier nomme le lecteur scolaire désarticulé. Quel lecteur peut être aujourd'hui un jeune lycéen écartelé entre ses pratiques culturelles de référence et l'univers des œuvres qui sont envisagées en classe. Découvrir et faire explorer des créations de l'extrême contemporain, mettre l'élève au contact avec les œuvres contemporaines et donc également avec le corpus de littérature numérique contemporaine, c'est lui présenter une littérature vivante, inscrite dans les questionnements existentiels, éthiques et technologiques contemporains, une littérature qui interroge elle-même ces technologies et leurs modes d'influence. Et enfin, inciter les élèves à des pratiques d'écriture numérique créative, comme nous le verrons plus loin. Là, je vous renvoie à l'article que j'ai publié dans l'ouvrage qui a été co-dirigé par Magali. Alors, sur la littérature numérique, elle existe depuis plus de 6 décennies et s'inscrit dans des filiations connues, écriture combinatoire et à contrainte, écriture fragmentaire, écriture visuelle et sonore. Et il est effectivement important de montrer l'inscription de ces formes littéraires dans une histoire de la littérature, notamment dans les mouvements avant-gardistes du siècle précédent, Dada, surréalisme, lettrisme, nouveau roman, Oulipo, notamment. Concernant les spécificités de cette littérature numérique, la critique s'entend généralement pour distinguer 2 principales formes de littérature sur un support numérique, la littérature numérisée et la littérature numérique proprement dite, même si parfois la frontière peut être floue et peut-être l'est-elle de plus en plus, comme on l'a vu depuis le début du colloque. Donc la littérature numérisée
reprend le plus souvent des œuvres d'abord publiées sur papier, dans des éditions numériques qu'on appelle enrichies ou augmentées, en ce qu'elles apportent des fonctionnalités à noter, chercher, partager, ou des contenus multimédia, vidéo, iconographie, permettant d'apprécier et de comprendre l'œuvre. La nature du texte lui-même n'a pourtant pas foncièrement changé. Nous pouvons ou pourrions toujours l'imprimer sans altérer sa signification. Alors que dans la deuxième forme de littérature, la littérature dite nativement numérique, pensée et conçue par et pour le numérique, le texte changerait profondément de nature si on l'imprimait, qu'il s'agisse de fiction hypertextuelle, de poèmes animés, d'œuvres faisant appel à la génération automatique de texte, ou encore de productions collaboratives en ligne. La création littéraire nativement numérique est actuellement florissante pour leurs auteurs. Il s'agit de concevoir et de réaliser des œuvres spécifiquement pour les supports numériques, ordinateurs, tablettes, smartphones, en s'efforçant d'en exploiter les caractéristiques, dimensions multimédia ou multimodales, animation textuelle, technologie hypertexte, interactivité de façon plus large, mais aussi géolocalisation, notification sur un smartphone, réalité virtuelle. Cette littérature numérique est avant tout une littérature expérimentale et constitue un véritable laboratoire de forme. Alors, abordons à présent l'enseignement des œuvres numériques, qui n'a pas encore, dans le champ de la didactique, donné lieu à des travaux spécifiques, même si de nombreuses recherches sont en cours, et même si on a beaucoup de recherches qui ont largement préparé une telle étude. Alors, citons-en quelques-unes comme point de repère. Du côté de la réception des œuvres numériques, on pourra s'appuyer sur les travaux de Samer et Treondar qui mettent en évidence le fait que les œuvres numériques développent un nouveau plaisir de lecture lié aux dimensions sensibles de ce support et à sa manipulabilité, ainsi que les dispositifs techniques qui peuvent favoriser l'immersion du lecteur. Nous citons par exemple un extrait de l'article de 2014 dans lequel l'articulation entre les gestes et puis l'implication dans le texte se fait très étroite. Deuxième point d'appui, les travaux sur la littératie et la littérature numérique de Lebrun, Lasselle et Boutin, qui ont souligné la nécessité d'un enseignement formel de la littératie multimodale, puis en contexte numérique, et qui ont rappelé la difficulté de ces textes, tout en pointant également très précisément les compétences à enseigner. Je cite également Lasselle et Lebrun qui préconisent une meilleure intégration de ces textes à la littératie traditionnelle, soulignant qu'il faut partir des processus de compréhension-production classiques pour aider les élèves à construire et enrichir leur processus de compréhension-production multimodale. À leur suite, Françoise Cahin, dans un article pour les cahiers pédagogiques, illustre justement l'intérêt de la mise en relation des œuvres numériques avec un corpus plus traditionnel. Et puis elle précise également que ces œuvres favorisent, selon elle, un travail spécifique sur la langue littéraire et puis également un travail sur le rôle du lecteur. Je vous laisse lire la citation qui suit. Enfin, des travaux portent sur la production des œuvres numériques et ils nous fournissent des pistes précieuses. À nouveau, Lasselle et Lebrun ont fait émerger les besoins d'apprentissage des élèves en production, notamment les besoins dans l'apprentissage des modes iconiques. La recherche Précipe a identifié l'intérêt du travail sur l'écriture numérique en classe pour favoriser la réflexivité des élèves sur leurs pratiques d'écriture sociale. Et puis, nous avons également de nombreuses recherches qui portent sur des écritures numériques instrumentées par un logiciel. Elles ont ceci en commun qu'elles explorent les spécificités pragmatiques et sémiotiques du format et soulignent combien cet architecte conditionne l'écriture sur écran, offre un espace de contrainte et finalement en constitue une médiation éditoriale. Voilà, l'ensemble de ces travaux constituent nos points d'appui, ceux à partir desquels nous allons poursuivre l'étude. Envisageons également cette spécificité qui consiste à enseigner un nouvel objet et donc à regarder comment se déroule un processus de transposition didactique. Et pour cela, nous nous sommes appuyés sur la méthodologie développée notamment par le groupe Graphé, qui consiste à regarder le travail de l'enseignant comme un point de départ pour comprendre la construction de l'objet enseigné. Alors, nous nous intéresserons pour cette étude en particulier à deux organisateurs. Le premier général, un organisateur de construction de l'objet, qui est celui de la séquence. Et on suit bien sûr les travaux notamment de Ronvaux et Schnevely sur cette piste. Et puis à une échelle plus locale, on retient également la pertinence de l'organisateur
dispositif, en ce qu'il est constitué d'un ensemble comprenant support, consignes et conditions concrètes d'exécution d'une situation d'enseignement en vue d'un objectif didactique. Ces deux organisateurs de l'activité de l'enseignant constitueront pour nous le prisme à travers lequel, justement, nous allons étudier l'activité de transposition didactique. Alors, plus concrètement, la recherche se développe dans un groupe académique collaboratif qui est organisé depuis 3 ans dans l'Académie de Nice. Le chercheur fait des propositions d'œuvres numériques, mais également des propositions de lecture scientifique, et les enseignants se les approprient pour concevoir et mettre en œuvre leurs séquences de manière autonome, tout en sollicitant, comme ils le souhaitent, le chercheur. Ils acceptent d'être filmés et ils nous transmettent les documents professionnels qu'ils ont conçus. Notre démarche est donc à la fois descriptive et stratégique. Tout d'abord descriptive, puisqu'il s'agit de mieux comprendre les spécificités de cet objet enseigné, et puis de mieux cerner des phénomènes de son appropriation. Et puis, bien sûr, stratégique, puisqu'il s'agit à terme d'apporter des outils de formation sur l'enseignement des œuvres numériques. Alors, les séquences que nous avons menées, elles s'appuient donc sur la transposition de 7 enseignants qui ont expérimenté 3 œuvres numériques différentes, que je ne vais pas vous décrire très longuement, mais pour vous en parler en un mot, Phalena est une œuvre en bande défilée décrivant l'itinéraire d'un personnage qui développe un sentiment d'étrangeté au monde et perçoit notamment les paroles des baleines. L'homme volcan décrit l'histoire d'un petit garçon passionné de Jules Verne qui tombe par accident dans le cratère d'un volcan, mais réapparaît à sa sœur aînée sous la forme d'un petit être surnaturel cramoisi. Déprise est le récit à la première personne d'un personnage qui vit une forme de crise existentielle. Et dans ce moment de rupture de sa vie, eh bien, le lecteur lui-même perd le contrôle du processus de lecture. Les exploitations didactiques des enseignants se sont réparties comme suit. Nous avons donc 8 séquences qui ont exploité les 3 œuvres, et vous le voyez, de nombreux niveaux scolaires qui sont représentés. Des prises a été étudiées au collège comme au lycée, et puis certains enseignants, comme Hélène, ont expérimenté plusieurs œuvres, voire même reconduit d'une année scolaire sur l'autre l'étude d'une même œuvre, ce qui est bien sûr pour nous précieux pour regarder comment l'appropriation s'est réalisée. Pour cette communication, qui marque une première étape de notre recherche, notre source de données, donc, c'est essentiellement les plans de séquence. Et nous nous posons 2 questions. Comment les enseignants prennent-ils en compte les différents aspects de l'œuvre numérique? Et puis, quels sont leurs choix didactiques de transposition? Et pour y répondre, eh bien, nous allons le faire en 4 temps, en ayant choisi de croiser nos analyses. Donc, on va croiser nos voix au cours de cette présentation. Alors, avant de commencer les analyses, un petit avant-goût de ce qui se passe dans la classe. Le professeur étudie Phalena et elle est en train, là, de lire le texte. J'espérais trouver le numéro de leur décorateur, mais il s'avère que nous sommes dans un ancien musée. Audrey, cette fresque que tu contemples, eh bien, elle a 2500 ans. Tu imaginais que l'histoire des Phalénas était si vieille? C'est quoi déjà les Phalénas? Je m'en souviens plus trop non plus. Mais qu'est-ce que c'est weird pour un hall d'accueil? Veuillez m'excuser pour l'attente. Je vais vous présenter Ulysse et Chloé Byers, les 2 chercheurs qui vont suivre votre essai thérapeutique. Je te laisse entre de bonnes mains, je repasserai plus tard. Merci, à tout à l'heure. Et je vous laisse parler et donner vos premières réactions à chaud. Lilian? Alors moi je trouve que sur ce format-là c'est bien parce que ça permet de relier la technologie et le fait de lire sur les livres. Et du coup ça permet en même temps de voir des images et de lire. Et du coup moi j'aime bien. Madame? Moi je trouvais que des fois ces crises elle avait peur du regard des gens. Il y a un moment elle faisait ces crises, tout le monde elle avait le regard vers elle. Du coup moi je me suis dit elle a peur du regard des autres. Oui, Yanis? Là c'est beaucoup mieux parce que j'ai compris l'histoire que sur le livre à lire, je comprends rien. Ouais. D'accord. Clément? Moi je trouvais que pendant ces crises, elle fait des trucs très bizarres. Mathis? Moi je trouvais que c'était assez sympa parce que du coup ça permettait de voir des animations d'images pendant qu'on lisait.
Alors que si on lit juste une BD, bah c'est pas pareil. Rappelle-moi ton prénom. Mathieu. Oui, Mathieu, c'est ça. Moi, je pense que en fait, la fille, elle est bizarre. Donc en fait, je pense que tout le monde l'utilise un peu, la teste, et c'est ça qui la bouleverse. Peut-être. Comme les aliens. Oui, Sarah. Moi, je trouve qu'en fait, avec les images, on était plus dedans que quand on lit un livre. Et en plus, comme vous nous racontiez l'histoire, ben, on était plus concentré sur les images que sur la lecture. Du coup, ben, on se plongeait vraiment dedans. Moi, j'étais vraiment dedans. J'ai pas trop décroché. Alors poursuivons avec notre premier temps, comment finalement ces œuvres numériques sont intégrées dans la classe et en premier lieu sont intégrées dans le projet pédagogique des enseignants. Toutes les séquences d'études des œuvres numériques sont organisées après un travail portant sur un groupement de textes qui comporte un corpus plus traditionnel. Par exemple, 2 enseignantes de lycée traitent des prises dans le cadre d'un objet d'étude de la classe de première qui, en France, s'intitule « La question de l'homme dans les genres de l'argumentation » et elles le font après avoir travaillé des textes littéraires sur des modèles ou des contre-modèles de société. Donc les séquences prennent place la plupart du temps après une première découverte d'un élément du programme et elles sont travaillées toujours en œuvre intégrale et jamais traitées de manière secondaire. On le voit, elles comportent de 9 à 14 séances, ce qui révèle une prise en compte approfondie au sein du projet pédagogique. Dans ces séquences, comme dans les séquences traditionnelles, la lecture est dominante, mais on identifie également des spécificités. D'une part, le domaine de la langue et de l'oral semble minoré au profit du travail consacré à l'image et à l'écriture. Alors pour le premier, c'est sans doute l'œuvre multimodale, par nature composée d'images fixes ou mobiles, qui explique ce choix. Pour l'écriture, le choix semble être didactique. Aucun enseignant ne consacre seulement une séance à l'écriture, il y en a toujours plus. Et ces séances d'écriture se trouvent très étroitement amarrées au texte littéraire, le projet didactique semblant ainsi s'inscrire dans une dynamique qui est proche du chantier d'écriture. Enfin, on remarque un type de séance inédite dans les pratiques traditionnelles qui est consacré à l'appropriation de l'outil et du dispositif de lecture. Ces séances sont à mi-chemin entre découverte technique et découverte du texte, et elles semblent souligner la relation d'interdépendance entre le support et les pratiques de lecture, dont les enseignants, et la séance qu'on vient de voir en est le signe, semblent avoir conscience, et semblent aussi avoir conscience qu'elles nécessitent un apprentissage particulier, comme l'exemple que vous avez à la fin de la diapo le montre, l'enseignant consacre une séance à la prise en main de la tablette et du dispositif. Alors, on a pu identifier 3 grandes entrées qui sont combinables dans l'œuvre numérique. Une entrée par les genres littéraires, par exemple Samuel, travaillant sur Falena, intitule une séance, je cite, « À la croisée des genres fantastiques, merveilleux et science-fiction ». Une entrée par les médias en tant que genre communicationnel. Caroline fait par exemple un lien entre littérature numérique et jeux vidéo et parle de construction de la jouabilité, ou encore Céline qui fait un lien entre littérature numérique et art numérique et qui emmène ses élèves visiter une exposition d'art numérique. 3e entrée par l'essence, la question de la multimodalité. Caroline, par exemple, qui parle d'un parcours sensoriel du lecteur internaute toucher, voir, entendre. Hélène parle également d'un langage multimodal. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec Hélène, c'est que d'une année sur l'autre, puisqu'elle a étudié la même œuvre 2 années consécutives, l'accent mis sur la multimodalité a été beaucoup plus important la seconde année. Qu'est-ce qui s'enseigne avec la littérature numérique ? Alors la question de la littérature, tout d'abord. Comment est fait le lien avec l'histoire de la littérature ? Est-ce que la littérature numérique est présentée comme faisant partie intégrante d'une grande histoire de la littérature ? Ou bien comme une forme d'expression de l'extrême contemporain, intéressante parce que c'est celle qui est créée aujourd'hui. Alors certains enseignants commencent par inscrire la création dans une histoire littéraire, ou encore mettre l'accent sur son intertextualité, c'est le cas par exemple d'Hélène pour L'Homme Volcan, alors que d'autres préfèrent commencer en mettant l'accent sur l'expérience de lecture inédite qui est proposée, c'est le cas de Virginie pour Des prises, mais tous s'efforcent ensuite de préciser ce que l'on peut entendre par littérature numérique, qu'est-ce qu'une œuvre de littérature numérique et comment la lire. La question de la littératie numérique, qui suppose une articulation des savoirs techniques et culturels, notamment littéraires. Est-ce que les enseignants opposent culture et technique, ou bien est-ce qu'ils essaient de penser leur articulation ?
Alors, comme l'a dit Magali, la dimension technique n'est pas du tout absente des séquences. Les enseignants consacrent d'ailleurs souvent des séances à apprivoiser des outils, des séances dites de manipulation. Ceci dit, si Samuel, en classe de 5e avec Falena, pose explicitement la question du support et du dispositif, là je cite Samuel, on ne peut pas séparer le dispositif de ce qu'il appelle l'ambiance du dispositif. L'articulation entre les dimensions littéraires et techniques, en l'occurrence numérique, n'est pas toujours mise en avant. Peu d'accent mis sur la dimension architectuelle des outils d'écriture, comme si les outils étaient neutres. Ceci reste sans doute encore un défi pour la formation, les liens étroits entre culture et technique étant parfois une forme d'impensé des formateurs et des institutions. Enfin, la question du milieu numérique, la littérature numérique éclaire-t-elle notre milieu numérique, le rend-elle visible, le milieu au sens où effectivement c'est ce qui est à la fois autour et entre nous. Les enseignants mettent-ils en contexte les œuvres par rapport au milieu numérique des élèves, à leur pratique d'écriture et de lecture dite ordinaire? Alors, on ne relève pas explicitement de lien avec les pratiques d'écriture ordinaire, notamment sur les réseaux sociaux, mais plus que sur des questions à proprement parler d'écriture. Plusieurs enseignants insistent sur le fait que ces œuvres nous font réfléchir à la place du numérique dans notre vie. Et la question posée par Céline pour sa séquence en classe de première est emblématique de ce point de vue. Là, je la cite. « En quoi ces œuvres interrogent-elles notre rapport au monde numérique ?» Il s'agit d'inciter les élèves à adopter une posture réflexive, voire un usage éclairé, rejoignant en cela un enjeu de littératie numérique. Alors, plus précisément, quels sont les objets qui sont particulièrement étudiés dans ces séquences? Eh bien, à travers l'œuvre numérique, plusieurs types d'objets sont enseignés, certains relativement constants dans les études d'œuvres intégrales. Par exemple, on travaille sur le personnage, sur le genre ou sur l'ambiance. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les formes d'études d'œuvres intégrales. D'autres sont moins fréquemment traités traditionnellement. Par exemple, notre corpus révèle une attention au sujet lecteur. Alors bien sûr, si l'implication des élèves dans l'œuvre n'est absolument pas spécifique aux œuvres numériques, elle semble ici accentuée par les dispositifs techniques, comme l'évoquaient Samer et Tréondard en parlant de réception immersive. Et les enseignantes de première insistent sur cet aspect-là dans, par exemple, le propos que vous avez là, le choix d'une œuvre numérique dont les propriétés d'appropriation se rapprochent de celles d'un spectateur permet de captiver l'attention, etc. Cet aspect est d'ailleurs souvent articulé à une étude plus analytique du rôle du lecteur, qui devient un objet de l'étude. On réfléchit à sa place et on analyse ses gestes, comme par exemple dans la consigne que vous avez sous les yeux. Enfin, certains objets nouveaux sont étudiés. Les enseignants s'attachent tous à traiter la multimodalité de l'œuvre, de manière spécifique en travaillant sur certains modes ou en travaillant sur leur articulation. Et puis, également, une autre spécificité tient à l'approche de questionnements spécifiques qui interrogent la littérature et le numérique et puis leurs relations, comme Serge l'a évoqué précédemment. Donc finalement, dans nos données, des objets enseignés qui subissent une évolution, des contenus qui sont transformés, même s'ils constituent des objets traditionnels de l'enseignement de la littérature, et puis de nouveaux contenus qui manifestent le signe de l'effort des enseignants pour se saisir de la spécificité de ces nouvelles formes littéraires. Troisième aspect, quel dispositif didactique, quelle progression dans l'appropriation est envisagée par les enseignants? Penchons-nous donc sur la question des dispositifs et nous allons le faire en suivant un petit peu le cours de ce tableau. Tout d'abord, certains éléments de continuité émergent. L'œuvre numérique fait l'objet de séances de lectures analytiques, qui est le procédé de lecture traditionnel en France, ou d'explication de texte traditionnelle. Vous le voyez, c'est la première colonne, plus de 10 cas. Celle-ci étant complétée, comme c'est assez traditionnel également dans l'étude des œuvres complètes, par des parcours de lecture nombreux, particulièrement nombreux ici, 12 parcours. Enfin, les séances se clôturent par des bilans qui permettent de revenir sur les savoirs et le questionnement problématique initial. Ici, c'est le cas de 3 séances. Mais ce bilan nous semble être concurrencé par une autre forme de dispositif de clôture de séquence qui apparaît dans la dernière colonne, qui est le débat littéraire. Dans plusieurs cas, la séquence se clôture par des questionnements du type « Qu'est-ce que cette œuvre ? Comment définir Falena ?» ou encore « De quel genre littéraire rapprocher des prises ?» qui amène donc les élèves à réinterroger la séquence à travers une réflexion métalittéraire.
Deux dispositifs encore peu fréquents dans les pratiques du secondaire français se trouvent ici régulièrement convoqués. Le débat interprétatif, par exemple, un enseignant interroge le personnage principal de Falena en demandant aux élèves si on peut parler ici de mutation. Et puis la lecture en réseau, 3 séances à mon souvenir, cette pratique qui nous semble révéler le souci de tisser des liens entre les œuvres numériques et les œuvres plus traditionnelles, comme Lasselle et Lebrun le proposaient, on en parlait tout à l'heure. Enfin, 2 dispositifs nouveaux émergent qui viennent répondre, selon nous, aux besoins d'accompagnement des élèves face à des œuvres nouvelles qui, si elles se lisent sur des supports qui leur sont familiers, les désarçonnent tout de même et les mettent en difficulté. En effet, presque tous les professeurs prévoient en début de séquence une séance de lecture accompagnée, c'est comme cela que nous l'avons nommé, nous l'avons vu dans l'extrait vidéo que nous avons passé précédemment. La lecture est là, collective et partagée. Et puis 2 professeurs proposent un atelier de compréhension, c'est leur terme, qui est assez proche finalement des ateliers de lecture qui sont pratiqués dans le premier degré et qui consiste à travailler sur un passage précis par petits groupes pour en dégager à la fois le sens littéral, mais aussi appréhender ce que les élèves nomment l'ambiance et qu'il s'agit finalement de faire émerger de manière plus consciente. Donc finalement, 3 aspects peuvent être constatés. La permanence de dispositifs traditionnels qui s'adaptent à la forme spécifique de l'œuvre, le développement de dispositifs issus des apports plus récents de la didactique de la littérature et qui se trouvent plus largement employés dans ces séquences, et puis l'émergence de dispositifs inédits liés au projet de faciliter l'accès à des formes nouvelles ou d'accompagner des questionnements métalittéraires. Dans les séquences des enseignants, on peut repérer 2 trajets. Ou bien on commence par analyser le texte avant de prendre en compte les dimensions multimodales et interactives, ou bien on commence par appréhender l'œuvre dans toute sa complexité, multimodale et interactive, pour finir par l'interprétation du texte au sens linguistique. Alors ces 2 trajets illustrent-ils une stratégie pour rassurer des élèves, voire des parents parfois désorientés? Dans les 2 cas, ce qui nous a semblé, c'est que les enseignants s'efforcent en fait d'ouvrir la littérarité en amenant les élèves à considérer comme littéraires des œuvres qui, a priori, ne répondent pas aux critères classiques de littérarité, texte non figé, dimension multimodale, intervention matérielle du lecteur. Dans les 2 trajets évoqués, les enseignants tentent d'opérer un déplacement de la notion de littérarité vers celle d'une expérience littéraire interactive. Alors, dernier point, une focale particulière et rapide sur les pratiques d'écriture dont, nous le rappelons, on voit dans ces séquences qu'elles sont particulièrement importantes. Et précisons-le également, ces séquences d'écriture sont majoritairement conçues pour produire des écrits sur écran. Alors, ce qui peut frapper dans les consignes d'écriture, c'est que celles-ci n'incitent pas à une réflexion sur le rôle de l'outil ou du logiciel dans le travail d'écriture, la fameuse dimension architectuelle qu'on a déjà mentionnée. Pourtant, les outils mobilisés sont très différents et on relève une grande diversité des pratiques et des formats d'écriture créative. E-book au format EPUB, vidéo au format MP4, diaporama ou encore écriture arborescente non linéaire avec le logiciel Twine pour écrire un scénario qui a donné naissance ensuite à ce que les élèves ont appelé une œuvre interactive immersive avec l'aide de professionnels du multimédia. Alors, dans le cas de l'e-book, c'est l'illustration que vous avez à l'écran, on retrouve la référence du livre avec des pages successives, bien sûr, mais des illustrations et des vidéos, c'est le cas ici, sont insérées dans les pages. On est dans le cas d'une œuvre enrichie ou augmentée. Le travail donc de vidéo que je vais essayer de lancer, inspiré de Falena. Donc ces vidéos montrent un travail très intéressant. Donc là, vous avez un exemple sur le support. On a des feuilles A4 qui présentent des dessins avec des phylactères qui sont scotchés les unes à côté des autres. Et la séquence vidéo balaie les pages de gauche à droite pour raconter l'histoire. Donc on a des zooms avant, des zooms arrière sur les phylactères. Et les codes de la bande dessinée papier sont ainsi repensés dans le cadre d'une bande défilée, pour reprendre l'expression de l'auteur de Falena, restituée sous forme de flux audiovisuel et sonore, avec une certaine façon de jouer le temps. Là, on est vraiment dans la vidéo d'animation. Je ne les laisse pas jouer jusqu'au bout. Alors, les diaporamas,
dans lesquels les élèves mettent en scène, là en l'occurrence c'était leur déprise, un travail sur déprise, qui invite à un jeu sur le signifiant. Donc là je ne voulais pas lancer l'animation pour que vous voyez un petit peu l'architecte et le travail de la collégienne qui s'appelle, je crois, Valentine. Et là on est vraiment entre le narratif et le poétique, hein, avec une présentation interactive, animée et multimédia, un jeu sur la spatialité et la temporalité. Et quant à la conception d'un scénario avec Twine, celle-ci donc a guidé les élèves vers la proposition de séquences à choix. Là, on est dans le cas du récit interactif non linéaire. Donc ces propositions interactives et multimédia ont donné lieu à des formes d'écrit bien différentes. Les formats utilisés, on l'a vu, hein, tout à la fois contraignants et ouvrant des possibles. Les enseignants souhaitent amener leurs élèves à transférer dans l'écriture des contenus et des formes étudiés dans l'œuvre, et ils envisagent dès lors de le faire dans des formes proches de l'œuvre initiale. Et selon les cas, on a repéré 3 grandes notions qui passent de l'analyse des œuvres vers les propositions d'écriture. Un univers sensoriel et multimédia, là c'est la question de l'intersémétisation des médias, comment ceux-ci font signe et sens ensemble. La question de l'animation et de la temporalité, les différentes façons de jouer le temps, et puis bien sûr l'interactivité, le rapport auteur-lecteur entre contrôle et perte de contrôle, prise et déprise. Alors nous avançons vers la conclusion ou la discussion. Nous avions donc soumis 2 questions à notre réflexion. Quelle prise en compte de la spécificité des œuvres numériques ? Eh bien, elle est constante, cette prise en compte, dans nos observations, et elle est notamment marquée par le souci de s'inscrire dans des continuités entre œuvres traditionnelles et œuvres numériques. Alors on l'identifie dans le choix des enseignants, d'inscrire l'œuvre numérique après un travail sur des corpus plus traditionnels, qui permet de faire référence aux apprentissages précédents qui deviennent les prérequis de la séquence sur l'œuvre numérique. Au sein de la séquence elle-même, les enseignants favorisent des mises en lien avec les œuvres légitimées par l'école et donc non seulement enrichissent les repères littéraires de leurs élèves, mais aussi consolident la légitimation de l'entrée de ces œuvres dans la classe. Et nous notons, par effet de contre-champ, que les liens entre les œuvres littéraires numériques et les pratiques numériques privées des élèves sont bien moins présentes, signe qu'elles semblent plus risquées à aborder pour les enseignants. Notre deuxième question portait sur les choix didactiques des enseignants et on s'interroge sur la possibilité de parler de créativité des enseignants et dans quelle mesure. Alors on identifie bien au terme de cette analyse l'intégration d'objets et de pratiques par sédimentation, ainsi que l'ont montré Ronvaux et Schnevely, mais aussi, face à ces œuvres nouvelles non didactisées, il nous semble que c'est aussi par invention que procèdent les enseignants, ou plutôt par tentative, essais, reprises. Et ceci est notamment caractéristique en début et en fin de séquence, on l'a vu. L'entrée dans la séance qui relève d'un double enjeu, appropriation technologique et immersion fictionnelle, est solutionnée en quelque sorte par un dispositif inédit, la découverte partagée, ou la fin de la séquence qui se clôture dans un débat littéraire et qui présente même pour les plus jeunes une forte approche méta-littéraire, sans doute parce que l'existence du dispositif littéraire, du travail d'écriture, semble plus visible dans le milieu numérique. Donc face à ces œuvres hybrides devant lesquelles le lecteur se trouve souvent désarçonné, les enseignants de littérature tâtonnent, se questionnent, accommodent, tentent, proposant à leur tour des pratiques pédagogiques hybrides, marque de leur attention à la spécificité des œuvres et surtout, nous semble-t-il, de leur attention particulière à l'accompagnement de leurs élèves face à ces nouvelles lectures. La question que je me pose, c'est, vous avez fait le choix très clair d'étudier ce que proposaient les enseignants, les séquences qu'ils faisaient. Je me suis posé la question des élèves. Est-ce que vous avez eu accès vous dites que les enseignants cherchent à inciter le sujet lecteur, cherchent à créer des repères d'histoire littéraire, enfin, en lien avec... Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce qu'il en était dans les apprentissages des élèves, enfin dans ce que faisaient effectivement les élèves? Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez retrouvé, du côté des élèves, ce qui peut être montré sur les difficultés qu'ils peuvent avoir quand on scolarise les cultures juvéniles à justement réussir à se départir de leurs pratiques, à se défamiliariser de leurs pratiques juvéniles pour justement scolariser des pratiques qui peuvent être inscrites dans leurs pratiques juvéniles. Voilà, donc je voulais savoir si vous avez pu observer des choses du côté des élèves
et du côté des apprentissages effectifs des élèves par rapport à ces séquences. Voilà. Mais merci en tout cas, c'était intéressant. Pour répondre, je vais d'abord dire que c'est la première étape d'une recherche qui va se prolonger et dont l'une des étapes consistera à travailler plutôt du côté des élèves. Là, effectivement, c'est placé du côté de l'enseignant et notamment du côté des productions réalisées. Donc, on reviendra sur ces aspects-là de manière plus détaillée. Là, nous n'avons pas spécifiquement centré l'étude dessus. Pour tout de même répondre à la deuxième partie de ton questionnement sur la culture juvénile et sa transposition, son acclimatation dans la classe, les élèves n'ont pas du tout eu, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en allant dans chacune des classes, quand même assez régulièrement, n'ont pas du tout eu l'impression que se rejouait ici leur culture ou que était apporté dans la classe quelque chose qui était leur culture. Ils étaient dans une situation de découverte d'un objet qui ne leur était pas familier. Même si, donc je le disais, c'est justement en quelque sorte un défi. L'outil lui-même leur est familier, les gestes leur sont familiers, le scrolling, etc. Mais l'objet qu'ils lisent, qu'ils découvrent, et même l'activité de lecture de ce type-là, tout au moins, elle ne leur est pas familière. Et donc, il y a à ne pas se tromper pour l'enseignant quelque part dans l'orientation en fait, qu'il va poursuivre. Peut-être juste un tout petit point, pour avoir eu accès aux productions sur PowerPoint ou l'équivalent libre. Donc les diaporamas, donc là il était proposé aux lycéens et lycéennes de mettre en scène une situation de déprise, de perte de prise pour eux, et ça les a, du moins d'après ce que j'ai pu moi constater en étudiant l'architecte même, la façon dont ils avaient conçu ce diaporama, ça les a amenés à détourner un peu finalement l'usage premier de PowerPoint, par exemple du diaporama, qui s'utilise régulièrement pour des présentations très classiques en salle de cours, et donc une forme de défamiliarisation finalement, utiliser l'animation à d'autres fins que celles auxquelles ils sont habitués. Donc ce n'est pas vraiment les pratiques d'écriture ordinaire, on n'est pas sur Facebook, Snapchat ou Instagram, mais néanmoins il y a là une forme de défamiliarisation ou de détournement d'un outil numérique existant dans une pratique d'écriture créative. Alors moi j'aurais été très très intéressé de mieux situer dans la séquence les activités d'écriture que vous avez décrites. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée justement à quel endroit dans la séquence interviennent ces activités d'écriture et comment elles jouent un rôle ou non de régulateur, entre guillemets, dans l'organisation générale de la découverte du texte? Ce qu'on a observé, je le disais pour commencer, c'est le point important de l'écriture dans l'abord général de la séquence. Et ces séances d'écriture, là on le voit sur un exemple, seulement j'ai coloré en bleu la partie écriture qu'a choisi l'enseignant. Mais globalement, c'est une tendance qu'on identifie, c'est-à-dire que l'écriture arrive à partir de la 3e ou 4e séance, et il y a une volonté d'utiliser les apports travaillant lecture dans l'écriture et dans le cadre non pas d'activités isolées d'écriture, mais d'un projet d'écriture de la classe ou de l'élève. Donc très souvent ce qui est proposé à l'élève, ce sont plusieurs séances qui vont aboutir à quelque chose d'un petit peu consistant ou tout au moins une production créative complète, on va dire. Voilà. Alors avec ces liens entre les éléments travaillant en lecture et les éléments qui du coup deviennent les outils de l'écriture, et puis avec la volonté, il me semble, de produire à son tour, de montrer qu'on est capable à son tour de produire quelque chose avec le texte numérique et pas d'être tout le temps seulement récepteur. Voilà, nous vous remercions.